مرحبا بكم. Je vous remercie de m'avoir associé à votre programme qui semble être enrichissant. Malheureusement, je n'ai pas pu assister. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques idées sur la transition démographique. Bon, je suis du domaine de la santé, donc ça sera une présentation qui sort un peu de votre champ d'activité. La transition démographique, la transition épidémiologique et quel impact sur le système de santé tunisien. Donc, la transition démographique, c'est un phénomène global. Donc, l'explosion de la longévité ainsi que l'effondrement de la natalité et de la mortalité dans certains pays, c'est un phénomène général et qui en résulte le phénomène qui en résulte, c'est la transition démographique. Donc, c'est la population âgée qui devient de plus en plus majoritaire dans la société. L'objectif de cette présentation serait d'estimer un peu l'ampleur de ce phénomène en Tunisie et de deviner un peu les impacts sur notre système de santé. Donc, inutile de vous rappeler que la santé se trouve au cœur de la démographie parce que la démographie, les deux moteurs démographiques, c'est la natalité et la mortalité. Pour la natalité, donc, la santé intervient dans la natalité avec ces politiques de planning familial. Et la mortalité, donc c'est la mortalité, dans la majorité des cas, elle est causée par des maladies. Donc c'est le système de santé qui est directement impliqué dans la démographie. Mais aussi la démographie nourrit notre connaissance en santé par le biais de plusieurs indicateurs démographiques. Le plus important, donc indicateur démographique en santé, serait l'espérance de vie. Donc, je vous rappelle que l'espérance de vie est un indicateur qui calcule pour une génération donnée la durée de vie moyenne qu'une cohorte d'enfants ou de nouveau-nés a la probabilité de vivre, c'est une moyenne, soumis aux conditions de mortalité du moment. C'est l'un des indicateurs les plus utilisés pour étudier d'une façon globale l'amélioration ou la détérioration de la santé des populations. Donc, le graphique suivant présente un peu la distribution des espérances de vie par pays. La couleur verte, c'est des espérances de vie qui sont supérieures à 75 ans. Vous voyez très bien que la Tunisie figure parmi ces pays-là. Et la Tunisie, encore, c'est le pays où l'on vit le plus dans le continent africain et il est classé 4e dans la région Emro. Donc, ça se voit que la Tunisie a enregistré des progrès spectaculaires en termes d'allongement de la durée de vie depuis 1966. On a gagné presque, c'est 24 ans, passant de 51 ans à presque 75 ans en 2011. Pourquoi? Bon, vous voyez l'évolution, donc c'est une ascension très importante jusqu'aux années 80, puis l'ascension continue mais avec un rythme moins soutenu. Vous avez donc les projections dans le deuxième figure à 80 ans en moyenne en 2044. Donc, comme vous voyez, cette ascension, elle est départagée en deux périodes. Une ascension très importante jusqu'aux années 80 et une ascension moins brutale pour le restant des années. Donc on se demande pourquoi cette ascension en deux paliers. On a essayé de relier ça aux différents moteurs démographiques, comme on a dit, la mortalité et la natalité. Donc pour la première période, on voit très bien que l'ascension brutale, c'est presque avec la même pente que la diminution de la mortalité infantile. Vous voyez donc dans le premier figure, c'est la courbe de la mortalité infantile qui a passé de 140 pour 100 000 à peu près 50 pour 100 000 en espace de 20 ans. Et ça explique entre autres la hausse très importante de l'espérance de vie pendant les premières 20 ans, les premières 30 ans après l'indépendance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était l'ère du planning familial par excellence. C'était l'ère de la médecine de la première ligne, l'ère de la vaccination, l'ère de la lutte contre les maladies infantiles. Donc, le système de santé était orienté pour combattre ces problèmes de santé-là. Donc ça
ça a apporté un résultat, donc, ça a apporté ces résultats donc, en termes de diminution de la mortalité infantile. Pour le deuxième grand centre, donc, mais à partir des années 80, donc 90, vous voyez que c'était un peu difficile de faire diminuer encore plus. Maintenant, on en est à 16 pour 1000, mais c'est une chute qui devient de plus en plus difficile à entretenir. Oui. Pour le deuxième palier, mais l'espérance de vie a continué à son ascension quand même. Et la mortalité en elle seule, la baisse de la mortalité ne peut pas expliquer cette tendance. Donc, mais à partir des années 80, comme on le voit dans la deuxième figure, c'est la natalité qui commence sa chute. Donc, elle commence à chuter d'une façon très importante à partir des années 80. Pourquoi? C'est le rythme de vie des Tunisiens. C'est le retard de l'âge de mariage pour les femmes, c'est les études supérieures pour les femmes, c'est des phénomènes un peu démographiques et populationnels qui ont fait qu'on a de moins en moins d'enfants et que, donc, associé à la vulgarisation des méthodes de contraception, donc la natalité, elle a pris la relève dans la part déterminante de l'augmentation de l'espérance de vie. Conséquence de l'allongement de la vie, donc on a de plus en plus de personnes âgées dans la population, ce qui fait que la part des personnes âgées de plus de 60 ans a doublé entre 1950 et 2010, passant de 5,1 à 9,7. Cette tendance vers la hausse, ce vieillissement va continuer jusqu'à 2041 où on va enregistrer une révolution démographique. C'est pour la première fois de l'histoire de la Tunisie, les 60 ans et plus vont excéder les moins de 14 ans, moins de 15 ans. Donc pour la première fois de l'histoire de la Tunisie, on va inverser la pyramide. Donc c'est un peu ça, c'est le phénomène de transition démographique, c'est la pyramide qui s'inverse. C'est la base qui devient plus élargie que, au contraire, c'est le sommet qui devient de plus en plus élargi que la base. Donc, on aura de plus en plus de personnes âgées dans la population. Ces personnes âgées sont plus exposées aux maladies chroniques, dégénératives liées à l'âge. Et c'est le phénomène de transition épidémiologique. Donc, là, le profil épidémiologique du pays va passer d'une morbidité transmissible, materno-infantile, à une morbidité chronique, de type chronique et non transmissible. Donc, quelle implication que cette transition épidémiologique a sur le profil de mortalité? Donc, ce sont les données de 2013. On voit que les maladies du système circulatoire en elles seules ont causé presque 30% des décès en 2013, suivies par les tumeurs malignes. Bon, je vous dis que les maladies du système circulatoire, dès les années 80, occupaient que 10% des décès. Donc, au bout de 20 années, vous voyez l'évolution, c'est x3. Pour les tumeurs malignes, donc, il était de l'ordre de 3% et maintenant, ils évoluent à 17%. Donc, si on rassemble toutes les maladies chroniques, on trouverait qu'ils sont responsables de 86% des décès. Tandis que les maladies donc, infectieuses et parasitaires, infectieuses telles que la tuberculose, donc, ils sont responsables de 3%, presque 3% des décès. Et la poliomyélite chez l'atfel, donc aucun cas enregistré depuis 1992. Donc c'est tout le profil qui change. Parallèlement, donc, la morbidité, donc c'est l'étude de la distribution des maladies, reconnaît donc les mêmes changements. Dans le district de Tunis, d'après une étude faite en 2005, donc un adulte sur 3 est hypertendu. Cette prévalence était de l'ordre de 10% dans les années 80. Pour le diabète également, donc la dernière étude faite en 2005, on a vu que la prévalence du diabète elle était de l'ordre de 15% en 2005 et les candidates à atteindre 30 à peu près, donc en moyenne c'est 27% en 2027. Donc un Tunisien sur 4 sera diabétique en 2027. Si on ne change pas de coutume de si on ne fait rien. On ne change pas de coutume de Oui.
c'est un travail de modélisation, donc il est soumis à plusieurs scénarios. On a le scénario si on applique des méthodes de prévention et un scénario si on fait rien. Mais un système santé est là, on n'a pas le droit de ne rien faire, on doit faire quelque chose. Donc si on voit un peu les implications sur le système de santé, donc c'est l'évolution des APCistes de 2008 à 2014. L'APCI, c'est la prise en charge des maladies chroniques. Donc c'est x4. Ce sont les données de la CNAM en 2014. On a x4 le nombre des APCistes en quadruplé en l'espace de 6 ans. Enregistré par la CNAM. Par la CNAM, les APCistes de la CNAM. Oui, parce qu'avant, c'était pas enregistré. Parce que vous ne bénéficiez pas de... On va discuter. Ah ben, ok. Donc ce sont les données de la CNAM. Hein. Donc ça a un retentissement direct sur le médicament. Les médicaments donc, consommés par les APCistes représentent 36% de tous les médicaments financés par la CNAM. Donc, on a vu la CNAM qui est un financeur des dépenses. Il y a aussi les ménages. Et on est là dans le cadre de la couverture universelle. Donc, je parle aussi des dépenses directes de ménages qui sont le financeur majeur des dépenses de la santé en 2013. Donc, avec 37,5% des dépenses totales, 91% de ces dépenses vont vers le secteur privé et 37% de ces dépenses vers le secteur officine, donc vers le secteur médicaments. Donc, en sachant que 57% du financement du médicament se fait directement par les ménages. C'est énorme en fait. Donc, le financement majeur des dépenses directes des ménages, les dépenses donc, ils vont directement dans 37% aux médicaments et c'est les ménages qui sont les financeurs majeurs du secteur médicaments en Tunisie. Donc, c'est aussi donc, les résultats du compte de la santé. On voit que le secteur médicaments, c'est déjà il prend 40% des dépenses allouées à la santé en 2013. Donc, vous voyez que tout le vert, le rouge et le bleu, c'est le curatif. Curatif, et on va le soigner. Tandis que le préventif, le wiqaya, elle prend que 5% des dépenses allouées à la santé. Donc, cette tendance vers le curatif, on la voit aussi dans le régime de financement des hôpitaux publics, avec en première ligne, donc la première ligne qui représente que 27% des dépenses du régime de financement des hôpitaux. Première ligne, c'est 2100 centres. Deuxième ligne, 33. Deuxième ligne, c'est 33 centres. Première ligne, c'est 11 centres. Donc, en centre, la deuxième ligne, la première ligne, il y a fait à 2100 centres, hôpitaux, circonscriptions et centres santé de base. Elle ne prend que 26% des dépenses du régime des financements des hôpitaux. Donc, c'est notre système qui est orienté vers le curatif. C'est tout le système qui est orienté vers le curatif avec juste une toute petite part qui est de 5% et une absence de financement direct de la CNAM vers la première ligne. Or, les maladies chroniques, c'est les maladies qui doivent être prises en charge par excellence dans la première ligne pour pouvoir diminuer les dépenses. C'est aussi donc des maladies qui sont évitables par la prévention primaire, donc en agissant sur les modes de vie, en luttant contre le tabac, en luttant contre l'obésité, contre l'alcool. Donc on pourra diminuer l'incidence de ces maladies-là. Donc pour résumer, 57% du financement du médicament, 57% se fait par les paiements directs de ménages. Donc c'est un investissement très lourd par les ménages dans le secteur médicaments, donc dans le curatif. Que 5% des dépenses sont allouées à la prévention et seulement 1% hors programmes nationaux. Prévention hors programmes nationaux. Donc, et 26%, seulement 26% du financement des hôpitaux est alloué à la première ligne. Donc, c'est un système 100% curatif et
Donc, une des recommandations des comptes nationaux de la santé, c'est opter pour une redistribution plus égalitaire et plus efficiente entre financeurs et entre bénéficiaires. Donc, sur le plan pratique, on a un sous-financement et une sous-utilisation de la première ligne, parce que c'est un financement à l'acte, mais la première ligne est sous-utilisée. Donc, on doit réorganiser, réadapter le modèle de gestion des centres de santé de base, ainsi que leur mode de financement. C'est anecdotique, mais il y a des centres de santé de base où là, on n'a pas d'eau. Ou, c'est parce que c'est un système de budgétisation très centralisé. Ils ne sont pas indépendants. Oui. Et donc, si on change un peu ce modèle de gestion, on aura forcément une amélioration de la qualité des soins et un recrutement supérieur des patients. Il y a aussi le problème de sous-financement des soins préventifs. Donc, on a vu dans le schéma donc je ne vais pas parler peut-être... il n'y a pas de rouge dans la première ligne. Le rouge, c'est la CNAM, c'est la part de financement de la CNAM. En fait, la CNAM n'intervient pas directement dans la budgétisation des centres de santé de base. On a un paquet, 70 000, et c'est le ministère qui distribue ce budget. En plus, donc, le secteur de prévention, il est 100% pris en charge par l'État. La CNAM n'intervient pas dans les mesures préventives, ne rembourse pas les mesures préventives. Donc, d'une part, on a aussi donc, le développement de la promotion de la santé et l'intégration de la santé dans les politiques publiques. C'est ce qu'on appelle la promotion de la santé. C'est intégrer un monsieur santé dans chaque ministère et qui est consulté à chaque fois qu'il y a un changement ou une mesure à prendre, donc pour prendre en compte la santé de la population. Donc un exemple pour finir, donc ce que c'est qu'intégrer la santé dans toutes les populations, c'est un exemple donc je commence déjà par vous montrer les différentes boissons soft drink, donc et leur équivalent en sucre. Donc c'est le coca, une toute bouteille innocente de coca, c'est équivalent à encore plus de 10 cuillères de sucre à table, c'est énorme. Mais il y a le goût de la caféine qui masque un peu ce goût sucré. Donc c'est catastrophique pour la santé. Et on voit les enfants, les jeunes et les plus jeunes donc, qui sont en train de consommer sans prise en compte de ce risque-là. Donc au Mexique, on a imposé une taxe de 1% sur 1 litre de boissons gazeuses, soft drinks. Et c'est une mesure qui a donné des résultats spectaculaires en termes de... donc en une année, c'est 12% de chute de vente de ces boissons-là, donc en une année, et 17% dans les classes les plus défavorisées qui sont plus exposées encore aux maladies non transmissibles. Et c'est la classe qui a le moins accès au traitement. Donc, c'est un exemple très réussi de la promotion de la santé et de la prévention primaire contre les maladies non transmissibles. Et je vous remercie. Merci à vous.